Merci de votre fidélité à Patrick Lukala TV. Nous sommes à l'émission Chronique. Nous allons aborder la question relative à la rétention de stock des carburants à Kinshasa avec de conséquences immédiates. Le prix du transport a été sensiblement revu à la hausse, et puis il y a la fermeture de plusieurs stations de service pendant les heures de pointe. J'ai fait le tour de la capitale hier et aujourd'hui, hier soir et aujourd'hui matin. Le constat fait état de la fermeture de plusieurs stations de service pendant les heures de pointe, ce qui crée une sorte de panique généralisée parmi les automobilistes et toutes les personnes qui se déplacent avec les engins roulants. Nous allons nous interroger pour comprendre les tenants et les aboutissants de cette situation. Jusqu'où ira cette crise pétrolière en République démocratique du Congo? Est-ce que la situation des crises militaires entre l'Ukraine et la Russie fait en sorte que nous soyons en difficulté, ou c'est le problème de management au niveau du ministère des hydrocarbures et celui de l'économie qui s'occupe de la structure de prix en République démocratique du Congo? Voilà globalement la problématique relative à la situation de carburant en République démocratique du Congo. Nous aborderons cette question avec beaucoup d'objectivité, beaucoup d'impartialité dans le souci de vous éclairer. Thomas Lubanga a été relaxé après plus de 2 mois de prise d'otage par le rebelle des Kadeko dans la province de l'Ituri. L'homme s'était rendu dans le cadre d'une mission parce qu'il est membre de la task force de la présidence de la République. Thomas Lubanga fut, pour la petite histoire, le premier condamné de la Cour pénale internationale basée au niveau du Pays-Bas à La Haye. Et puis, il a été arrêté, rappelons-nous, pour des crimes de guerre, crimes contre l'humanité à l'époque. Mais c'est lui quand même qui s'est montré volontaire pour aider le président de la République dans le cadre de la task force au niveau de la présidence. Nous allons nous interroger pour comprendre les enjeux et le contour de cette situation de Thomas Lubanga. Est-il un homme providentiel, lui, qui aurait du sang entre ses mains parce qu'il a commis, selon la CPI, des crimes de guerre, crimes contre l'humanité? Il y a de tractations qui vont dans le sens de négocier avec les rebelles du M23. Est-ce que ne sommes-nous pas en train de céder à un mauvais jeu d'agression, négociation, réinsertion? Notre armée ne sera-t-elle pas encore fragilisée au cas où on aboutissait à un accord entre les M23 et le gouvernement de la République démocratique du Congo? Est-ce que la RDC ne peut-elle pas avoir une posture de force pour rivaliser, anéantir, s'il faut le dire comme ça, les rebelles qui très souvent nous agressent? Nous allons nous interroger toujours avec notre invité. Vous vous rappelez avec moi que l'état de siège a été décrété il y a de cela plusieurs mois. Nous avons assisté aux différentes prorogations de cet état de siège dans les provinces du Nord Kivu et celle de l'Ituri. Mais quid de l'évaluation? Beaucoup de langues se sont déliées pour réclamer l'évaluation de l'état de siège. Sam Lukonde Kyenge, Jean-Michel, Premier ministre, est à l'est du pays pour faire une sorte d'autopsie de cet état de siège. Nous en parlerons tout au long de cette émission. Nous recevons spécialement, après un long moment d'absence, Alain Bolodjoa. Il est l'initiateur du parti politique Lèvons-nous et bâtissons les battes. C'est avec lui que nous avons le plaisir d'analyser ce sujet d'actualité. Alain Bolodjoa, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, bonjour à tout le monde. En tout cas, merci une fois de plus pour l'opportunité. Une question de routine, les battes, ça va? Oui, ça va, on se bat. Très bien, vous vous battez, ça c'est très très bien. Alain Bolodjoa, on va commencer par cette situation qui concerne directement les sociales du peuple congolais. Qu'est-ce qui se passe au niveau du secteur pétrolier en République démocratique du Congo? Certaines informations à notre possession font état de, pas de pénurie de carburant, mais plutôt on parle de la rétention de stock.
quelles sont les raisons pour lesquelles les opérateurs pétroliers ont déclenché la rétention de stocks de carburant, ce qui cause par conséquent non seulement la pénurie, mais aussi la spéculation de prix de moyens de transport. Ah, ok. Vous l'avez certainement remarqué, il y a une nette évolution dans le dire de ceux qui ont la gouvernance du pays entre leurs mains. Avant, ils ont dit qu'il y avait juste un problème de dysfonctionnement. C'est-à-dire que la redistribution ou la distribution de ces denrées avait posé problème au regard de mécanismes tels que institués. Tous les carburants sont stockés par la société CEP et seule cette société qui a le monopole en termes de transport jusqu'à preuve du contraire, bien que le secteur a été libéralisé, mais fort malheureusement jusque-là, surtout dans la partie ouest et sud, centre-sud, c'est cette compagnie qui s'occupe de tout ce qu'il y a comme transport. Et au regard de ce qu'eux avaient annoncé, ce qui veut dire que la responsabilité devait en principe incomber aux entreprises qui sont dans l'exploitation, et de l'autre côté, la société CEP qui était chargée effectivement de répondre à ces besoins-là. Mais plus le temps passe, ils ajoutent d'autres éléments. Aujourd'hui, on nous parle de la rétention de stock. Ce qui veut dire qu'il y a des stocks disponibles, mais les vendeurs refusent de mettre sur le marché. Automatiquement, ça crée un déséquilibre entre l'offre et la demande. Et au-delà de tout, il y a un accroissement de la demande par les effets psychologiques. C'est-à-dire que lorsque le consommateur constate que le bien dont l'importance n'est plus à démontrer, parce que le carburant, c'est l'une des sources d'énergie, la principale source d'énergie au niveau de notre pays, ça dessert non seulement le véhicule, mais aussi le groupe électrogène et d'autres engins qui sont utilisés au niveau du pays. Contrairement à d'autres économies, vous trouvez, il y a des engins qui utilisent d'autres sources d'énergie telles que l'électricité. Chez nous, on n'a essentiellement que le carburant. Et donc, lorsque le consommateur constate que sur le marché, il y a un problème de déséquilibre, eh bien, ils augmentent par souci des précautions, ils augmentent leur consommation justement pour éviter à ce qu'il y ait à leur niveau. Ils se font des réserves. Ils se font des réserves pour qu'il n'y ait pas rupture à leur niveau. Automatiquement, ça augmente la demande. Et lorsque, au niveau de l'offre, il y a un problème de dysfonctionnement, comme il l'avait dit, et il y a un problème de raréfaction, automatiquement, ça crée ce que ça a créé aujourd'hui. Et fort malheureusement, ça prend plus de temps. Mais lorsque vous allez dans le fond, ils disent qu'il y a le problème de déséquilibre dû du fait qu'il y a une guerre parmi les fournisseurs, c'est-à-dire que l'Ukraine et la Russie, mais aussi cette réalité a impacté d'autres producteurs, d'autres fournisseurs, par le fait que la zone serait dans l'insécurité. Personnellement, je ne peux pas contredire cette hypothèse-là, parce que ce ne sont que des hypothèses. Mais pour que nous arrivions à certifier ou à valider ces hypothèses, nous devons avoir le tableau de bord du secteur et de voir l'impact de cette situation de guerre par rapport à notre capacité à aller auprès des fournisseurs pour avoir le produit. Si on regarde dans le tableau que les importateurs n'ont plus la capacité d'avoir le produit en quantité voulue, eu égard à ce qui se passe dans ces pays, on pourra tirer cette fois-là la conclusion de dire qu'effectivement, il y a un élément qui impacte. Ou sinon, il y a augmentation de prix. C'est-à-dire qu'ils ont la capacité d'avoir la même quantité, mais il y a variation de prix sur le marché. On va se dire, ok, il y a variation de prix sur le marché. Là, on n'aura qu'à réajuster le prix au regard de mécanismes locaux que nous avons pu adopter.
Mais au regard de tous ces éléments-là, l'absence de ces éléments, je considère que les raisons exogènes ne sont pas assez plausibles du fait que nous n'avons pas, le gouvernement ne donne pas assez d'éléments. Mais sur le plan interne, les effets endogènes démontrent qu'il y a un malaise entre le gouvernement et les exploitants du secteur. Au regard des mécanismes mis sur pied avec la stratégie conjoncturelle telle que fixée par les institutions, quand même qu'il y aurait hausse des prix en international, eh bien, le gouvernement dans ces mécanismes-là a créé un mécanisme de compensation justement pour éponger, voyez-vous, les effets de moins-value qui se constatent sur le marché parce que nous appliquons pour que la population ne sente pas. Vous voulez parler des subventions que le gouvernement donnait à l'époque aux opérateurs pétroliers pour amortir un peu les chocs de hausse des prix au niveau international. Non, donner et devait donner. Dès lors que la mesure n'ayant pas été officiellement levée, eh bien, nous sommes dans cette pratique-là. Parce qu'au niveau du pays, nous assistons à une sorte d'accompagnement du prix sur le marché parce que l'État a voulu assez que nous ayons un prix social. Ce sont des options politiques qui ont été menées, bien que moi-même, compte tenu de mon approche économique, je considère que cette manière d'assistance risque de fragiliser de plus en plus l'État. Il fallait que l'on connaisse la réalité du prix sur le marché. International. Même au niveau national, c'est-à-dire qu'on devait laisser le marché évoluer normalement. Mais là, ça devait aussi nous pousser à envisager le raffinage de notre production parce que nous en produisons aussi. Nous sommes parmi les grands détenteurs des réserves au niveau mondial et fort malheureusement l'exploitation est détenue essentiellement par les étrangers et il n'y a aucune valeur ajoutée. Le fait seulement que nous sommes exportateurs du pétrole, en réalité, nous ne pouvons qu'avoir ces genres de pratiques. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'État devait suppléer parce que ça serait une sorte de mécanisme pour redresser les inégalités sociales qui sévissent au niveau national. Et fort malheureusement, c'est dans la pratique que nous constatons qu'effectivement, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup d'incohérences, des politiques contradictoires. Et aujourd'hui, nous sentons qu'il y a dysfonctionnement au niveau de la distribution. Il y a dysfonctionnement même par rapport aux mécanismes tels qu'eux-mêmes ont mis. Vous arrivez dans une station, des gens qui commencent à corrompre les agents des stations justement pour être alignés parmi les premiers. Et ceux qui ont plus d'avantages aujourd'hui au regard de ce que nous vivons, ce sont ceux qui viennent acheter avec des bidons. Voyez-vous? Parce que lorsque vous êtes empêché d'arriver au niveau de la pompe, mais ceux qui ont la possibilité d'amener le bidon ont la capacité d'avoir 25 litres et même 50 litres du coup, du fait qu'ils ont glissé un 1000 francs, un 2000 francs. Et voilà la situation. J'ai appris que le ministre en charge de l'hydrocarbure aurait fait arrêter le gestionnaire ou le gérant de la station qui se trouve au niveau du parking de l'UPEN, justement parce qu'il aurait fermé la station avant l'heure prévue. Alors, je me pose la question. Il n'est pas le seul. Hein. Moi, j'ai fait le tour de la capitale hier soir. Voilà. Presque toutes les stations basées au niveau de la Gombe ici étaient fermées. Voilà. Même chose là, pour les stations de Limete, voire même de Lemba. Là, ils risquent d'arrêter tous les gérants. Et pourtant, ce ne sont pas les gérants qui décident. Parce que toutes ces entités-là, ce sont des entreprises. Les entreprises ont pour vocation de maximiser leur profitabilité. Ils ne viennent pas comme des enfants de cœur, comme l'armée du salut, ou comme l'église catholique, qui peut poser des actes sans contrepartie. Les actes de charité. Eux sont dans le lucre. Ils ne visent que l'argent. Ce qui veut dire que dans leur motivation, l'État doit savoir que ce ne sont pas des enfants de cœur. Il faut essayer d'aménager un peu le politique pour leur permettre. Alors, si les subventions ne viennent pas, l'État a préconisé l'augmentation de prix. J'ai même suivi les ministres, certains ministres sectoriels passer
dans les médias, dans les radios locales ici pour déclarer que la solution était l'augmentation du prix du carburant. Non, mais effectivement, c'est ce que j'ai dit, la réalité de prix sur le marché. C'est-à-dire qu'au lieu de continuer à faire semblant de subventionner, alors que l'État n'a même pas les défaillant, eh bien, vaut mieux donner le prix réel sur le marché, mais même si nous le faisions, il faut se garantir qu'il n'y aura pas de spéculation. Parce que l'exécution ou la réalisation de prix réels sur le marché ne garantit en rien la capacité de l'État à faire le suivi, d'autant plus que ceux qui sont là sont de mercantilistes, ils ne chercheront qu'à profiter de la faiblesse de l'administration. Nous risquons d'augmenter les prix en même temps qu'il y ait la spéculation qui bénéficie par ailleurs aux mêmes importateurs que l'État a semblé négliger aujourd'hui. Donc nous pensons qu'il faut revoir. Dans tous les cas, le peuple est perdant. Dans tous les cas. Non, dans tous les cas, il n'y a pas de solution. Selon les analyses que nous faisons ici, il n'y a pas de solution. On est dans une situation de statu quo entre l'État, les opérateurs pétroliers et le peuple lui soumis, malheureusement. Effectivement. Et lorsqu'on nous dit que la situation est d'ordre mondial, je voudrais demander à ceux qui le disent d'être un peu prudents. Parce que nous ne sommes pas le seul pays importateur du carburant. Lorsque vous prenez la situation qui s'est vue au niveau international, c'est vrai, il y a certainement une raréfaction parce que les producteurs ont baissé. Ce n'est pas vraiment la guerre qui est à la base, mais plutôt les sanctions qui sont prises par rapport à la situation des guerres. Parce que si l'Europe ne s'était pas ingérée par rapport à la question qui s'est vue entre l'Ukraine, si l'Occident n'avait pas pris ces genres de sanctions, probablement que l'économie allait fonctionner quand même et on n'allait pas avoir la situation au niveau international. Le fait seulement qu'eux ont pris des décisions et que la Russie a créé une sorte de résilience par rapport à cette réalité, ça fait que la monnaie des transactions pose problème parce que j'ai suivi, que ce soit le président russe, que ce soit le ministre de ce secteur, ils ont voulu même une banque, ils ont voulu assez que tout ce qui se paye, tout ce qui s'achète au niveau de la Russie se fasse par la monnaie nationale, c'est-à-dire la monnaie russe, le rouble. Automatiquement, ceux qui veulent acheter n'ont pas la capacité de venir avec cette monnaie parce qu'il n'y a que la banque russe qui en produit. C'est-à-dire que vous êtes appelé à amener de l'or pour avoir le rouble et vous permettre de mener vos opérations. Automatiquement, ça alourdit. Et tout ça pourquoi? Parce que les Américains ont voulu sanctionner la Russie en lui interdisant d'utiliser sa monnaie comme des transactions et devant cette réalité, ça a bloqué la machine, mais je ne pense pas que la proportion de l'accroissement de prix en international peut justifier la situation que nous avons, d'autant plus que nous avons des mesures concrètes. Très bien, merci beaucoup Alain Bolodjoa. Je crois que nous avons quand même tâché de vous éclairer par rapport à cette situation de carburant en République démocratique du Congo. Thomas Lubanga, relaxé par le rebelle de Kadiko, l'homme était arrêté, pris en otage par ce groupe armé qui œuvre dans la province de l'Ituri. Lui-même, il est membre de la task force de la présidence de la République, ancien rebelle, premier condamné de la CPI. Alain Bolodjoa, je vois, vous êtes un peu glacé lorsque je parle de Thomas Lubanga, mais c'est quand même un motif de joie pour la présidence que de voir Thomas Lubanga s'échapper grâce à l'implication des forces armées de la République démocratique du Congo. Cher ami, je crois que ceux qui me connaissent savent que j'ai toujours été intransigeant sur la question sécuritaire. Voyez-vous? Il vous souviendra, pendant plusieurs années, nos amis de l'UDPS ont pointé du doigt M. Kabila en les taxant de complices ou de co-auteurs par rapport à la situation de l'Est. Et de Rwanda aussi. Et là, personnellement, j'étais en difficulté de les démontrer parce qu'il y avait des décisions qui étaient contradictoires et qui soutenaient cette thèse-là dans une certaine mesure. Qui pouvaient affirmer, hein? Voilà. Ouais, étayer la thèse. Étayer la thèse. Et là, la difficulté aujourd'hui, c'est de voir que M. Félix Tshisekedi, qui a prétendu pendant des années
venir résoudre le problème et condamner tous ceux qui ont eu à participer dans cette situation, aujourd'hui, il utilise les mêmes instruments. Monsieur Thomas Lubanga, à une certaine époque, on considérait qu'il était mandaté par Kabila, surtout lorsqu'il était arrêté par la CPI. Voyez-vous, il a été arrêté par les services d'ici, il a été amené au niveau international, au niveau de la zone de l'Ituri, c'était lui qui était le chef de guerre, c'est lui qui gérait pratiquement de toute l'entité, il a créé terreur et désolation, la population de là-bas a fustigé son comportement, l'État congolais, pendant le règne de Kabila, a eu à mettre la main sur lui, à soutenir la justice internationale pour les juger. Il est arrivé, il a été condamné, et d'ailleurs vous l'avez dit, il est la toute première personnalité à avoir été arrêté, jugé et condamné par la CPI. Ce qui veut dire que ce monsieur ne répond pas au profil du Congolais. C'est-à-dire qu'il n'est pas un modèle. Il ne peut pas être l'incarnation ou il ne peut pas être la référence pour l'éducation de nos enfants. C'est un hors-la-loi. Pour la présidence, c'est quand même une solution. Thomas Lubanga c'est une solution pour la situation de l'Est. La preuve, c'est qu'il a été membre de la task force. Il a été arrêté avec les statuts de membre de la task force et de la présidence. Voilà. Lorsque moi je disais que cette que vous appelez Union Sacrée, c'est une association de malfaiteurs, des bandits, des assassins, aujourd'hui, eux-mêmes viennent de vous démontrer qu'effectivement, dans les rangs de M. Félix Tshisekedi, il y a les assassins d'hier. S'il avait été pardonné peut-être. Non, mais si l'État commence à pardonner, ce qui veut dire qu'il y a un problème. Est-ce que vous savez qu'il y a des jeunes garçons, du fait seulement d'avoir violé, pas seulement, du fait d'avoir violé une fillette, ils sont en prison. Il y a des garçons, des gens qui ont volé une bouteille de bière sont en prison. Et Thomas, lui? Mais lui, qui a été reconnu et sur le plan national et sur le plan international, il a bénéficié de la largesse de la première institution, qui est le juge suprême, celui qui a pris l'engagement de faire respecter la Constitution. Aujourd'hui, M. Thomas Lubanga est un agent public de l'État, payé par l'État et même par ses propres victimes. Payé par ses propres victimes. Non, mais justement, comment voulez-vous que nous comprenions qu'à la présidence, là où on est supposé avoir des gens pétris de valeurs, des gens qui devraient en principe avoir un casier judiciaire vierge, qui est des assassins? Est-ce qu'au nom de la paix, la présidence ne peut pas s'autoriser certaines choses? On sait que c'est un notable du coin et qu'il peut, dans une certaine mesure, mobiliser la communauté à se désolidariser de ceux qui nous agressent. Est-ce qu'au nom de la paix, l'État ne peut pas s'autoriser? Mais voyons pas seulement Félix. Est-ce que l'État ne peut pas s'autoriser à poser, à responsabiliser certaines personnalités, bien qu'un peu sulfureuses, pour aller rechercher la paix, renégocier avec les communautés locales? Bon, vous savez, moi, je n'ai jamais développé cette approche. Elle est mauvaise d'après vous? En tout cas, la meilleure manière d'instaurer la paix, c'est d'abord de faire la promotion de la justice. Voyez-vous, dès lors que nous n'arriverons pas à comprendre ces réalités-là, nous aurons toujours de problèmes. Nous avons tenté, nous, la République démocratique du Congo, d'exempter, d'exonérer tous les assassins. Nous avons tenté de leur donner une seconde chance. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Il faut reconnaître que ça n'a pas marché. Est-ce que vous pouvez vous imaginer Roger Lumbala, qui était membre du RCD, qui a créé RCDN, qui a été amnistié, puis il a récidivé pour aller intégrer le M23, et aujourd'hui il n'est même pas arrêté par notre justice. Il est arrêté par la justice française. Au niveau d'un autre pays. Cela veut dire quoi? Le fait seulement que nous ne comprenons pas le binôme qui devait y avoir pour que nous atteignions la paix, ça pose problème.
pour que nous ayons la paix, il faut d'abord qu'il y ait justice. Il faut qu'il y ait réparation. On ne peut pas avoir la paix comme ça. Vous envoyez un assassin, aller négocier avec d'autres assassins pour résoudre le problème de leurs propres victimes. Et lorsque vous envoyez un émissaire pour aller négocier avec les assassins, automatiquement vous êtes en position de faiblesse. Vous pouvez obtenir leur intégration comme nous l'avons fait avec le mixage, tout ça, tout ce que nous avons tenté de faire, qui a déjà échoué. Par ailleurs, voilà, vous amenez cet assassin à aller négocier en lieu et place de l'État. Il arrive là-bas, il convainc. Prenons l'hypothèse qu'il était arrivé à convaincre. Il convainc. Ces gens-là resteront impunis, non? Exactement. Ils vont intégrer les institutions. On va leur donner ce qu'ils vont demander. Ils vont être réintégrés, réinsérés. Ils vont commencer à vivre avec leurs propres victimes. Ces victimes-là auront aussi l'intention de se venger. S'ils sont comme moi, ils vont tenter de se venger. En cherchant à se venger, ils vont créer d'autres groupes armés qui vont commencer à chercher leurs anciens bourreaux. Ça devient un cercle vicieux. Ça devient un cercle vicieux. Ce qui veut dire que nous devions plutôt travailler pour décourager toute initiative de créer des groupes armés. En quoi faisant? En sanctionnant sévèrement tous ceux qui ont pris des armes contre la population. Essayez de vous imaginer. Aujourd'hui, nous avons une constitution qui reflète l'idée belliqueuse de groupes armés aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque nous voyons Bemba, on le considère comme un homme solution, alors qu'en réalité, il devait être classé par les délinquants de la République. Il a renversé l'État. Azaria Surubérwa, Moussa Nyamouissi, tous ces gens-là apparaissent aujourd'hui comme des héros. Mais ils ont un passé, ils traînent des casseroles. Alors comment voulez-vous que nous soyons dans cette posture de rechercher la paix alors que la majorité des victimes attendent la justice et vous trouvez des solutions politiques? Mais ce ne sont que des politiques comprimées aspirine qui ne résolveront jamais le problème, le vrai problème. Le vrai problème, c'est que les juges doivent avoir d'autorité que la loi. Si M. Félix Tshisekedi, dans sa démarche, voulait amener un ancien assassin, un nouveau membre de l'Union dite sacrée, à aller s'associer ou approcher ces groupes armés pour négocier, en réalité, il devait aussi être sanctionné. Mais il ne le sera pas. Voyez-vous? Ce qui veut dire ça, que ce là... ne sont que des analyses. Hein. Non, mais effectivement, il pouvait être sanctionné. Il pouvait être sanctionné du fait d'avoir utilisé une main sale dans une procédure judiciaire. Parce que, en réalité, ces gens devaient être arrêtés. Alors, si nous allons très loin, le groupe La Codeco, qui crée désolation dans cette partie du pays. Codeco, il y avait des membres de Codeco qui étaient arrêtés à Bouillon. Ils ont quitté là où ils étaient à Djougou. Ils ont frappé notre armée. Ils sont venus récupérer leurs membres. Quelques temps après, le même militaire, ils ont frappé encore Codeco. Ils ont pris certains autres milices. Ils les ont amenés au niveau du cachot et ils ont eu à négocier avec eux. Ça devient un jeu. Ils sont venus et ils ont obtenu, grâce de M. Félix Tshisekedi, en leur donnant du carburant, le véhicule, la nourriture et je pense même du parfum, ils sont rentrés. Ce qui veut dire qu'ils voient que là, leurs actions, leur entreprise est rentable. Ils savent qu'à chaque fois, ils peuvent bénéficier. Ils savent comment faire pression aux institutions, comment pousser l'État à le prendre au sérieux. Par la violence, par du chantage. Non, mais effectivement. Je vous rajoute qu'il y a des informations qui affirmeraient que le M23 serait dans une démarche de négociation avec notre État. Non, ce ne serait pas. Ils l'ont dit. Le M23 l'ont dit. Ils ont dit, ils ont d'abord sommé le gouvernement
l'État congolais n'avait pas le droit de fouler ses pieds là où eux ont érigé leur Kijé. Alors que c'est notre partie du territoire national. Et le gouvernement ayant attaqué ces groupes de criminels occupants, agresseurs, parce que ce n'est pas une rébellion telle que M. Félix Tshisekedi le présente, ce sont des agresseurs parce que ce sont des Rwandais qui ont profité de la naïveté de certains Congolais et qui les ont recrutés dans cette entreprise-là. Et lorsque eux ont commencé à réagir, M. Félix Tshisekedi s'en est plaint et ils ont fait un communiqué disant qu'ils étaient prêts, à condition que M. Félix Tshisekedi et sa cohorte respectent ce qu'eux exigent. Automatiquement, l'État qui était appelé à être au-dessus de tout devient le sujet du M23. Aujourd'hui, l'État c'est M23. C'est M23 qui décide en dernier ressort. Automatiquement, l'État devient quasi absent. Or, lorsque l'État devient quasi absent, il y a l'effondrement de la société. En réalité, dans l'État, il n'y a que les institutions, il n'y a que la loi qui doit primer sur tout. Mais lorsque la volonté d'un groupe de gens prime sur les lois, sur la norme, sur le pacte social, automatiquement, il y a dysfonctionnement de l'État, il y a effondrement de la société. Fort malheureusement, ils seront appelés à négocier. Mais la question que nous devons nous poser, ça sera pour la 40e fois. Parce qu'il y a eu des négociations. Ça devient il y a eu des négociations au niveau africain. Voilà. Effectivement. C'est-à-dire que le fait seulement que vous jetez, ça c'est ce que je pourrais appeler du fertilisant. Ce sont des fertilisants à toute idée de créer de groupes armés, parce que l'on sait que lorsqu'on va créer un groupe armé au niveau congolais, on peut dire à la jeunesse, créer un groupe armé, à la fin vous allez intégrer l'armée, vous aurez des fonctions, vous aurez des grades, et lorsqu'on intègre un groupe armé, le moins gradé est généralement lieutenant, des gens, des bandits qui sont dans la forêt, qui a su juste utiliser l'arme, vous faites de lui lieutenant, il va commander ici chez nous, et lorsqu'on va l'envoyer en guerre, il va croire à ses gris, et il pense être militaire. Ce n'est pas comme ça on doit refonder l'État. Il faut mettre fin à cette situation-là. Il faut commencer à arrêter tous ces gens-là, ces assassins. On ne peut pas négocier les éliminer. Non, mais la Constitution n'a pas interdit, la Bible non plus. Voilà. Très bien, Alain Bolodjoa, très bien. C'est dans cet ordre d'idées que le Premier ministre Sama Lukonde Kyeng Jean-Michel est allé au niveau de l'Est pour évaluer l'état de siège. Nous avons réclamé l'évaluation de l'état de siège. Sama est allé. Je crois que vous pouvez déjà déchanter parce que il est allé faire l'autopsie de l'état de siège et puis après, certainement qu'il va se rendre compte de comment cet état de siège est en train d'être exécuté et nous en sommes convaincus. Vous y croyez? Il y aura des mesures fortes qui seront prises. Non, ces messieurs-là vous distraient. Il n'y a pas que lui, il y a son chef et la suite. Vous savez, quand même les animateurs des... Non, ils sont animateurs, mais ce ne sont pas eux qui sont les institutions. Les institutions... La différence, c'est quoi? Non, mais la différence est nette. Les institutions, ce sont des ensembles de principes et de missions que l'on confie à une entité. Et eux sont des animateurs des institutions. L'institution s'appelle président de la République, gouvernement. Sama Lukonde n'est qu'un acteur que l'on place là pour jouer le rôle qui est dévolu à l'institution. Il faut faire les distinguos entre les deux. Entre l'institution et l'animateur de l'institution. Et lorsque vous faites des différences, vous faites l'évaluation de la relation qui doit exister entre les principes, les théories qui font l'institution et les personnes qui animent. Est-ce qu'il y a quand même une sorte de lien dans le sens de l'exécution de ce que... Non, il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien. D'après l'esprit de la Constitution, le Premier ministre est le chef du gouvernement. Le chef du gouvernement, c'est-à-dire que tous les ministres sont sous sa coordination. Mais en réalité? En réalité, ce n'est pas le cas. Il y a des ministres qui travaillent directement avec M. Félix Tshisekedi, qui ne respectent même pas le Premier ministre. Automatiquement, nous sortons de la norme. Nous sommes dans les faits. On sort du cadre constitutionnel. Ce que vous appelez Premier ministre apparaît aujourd'hui comme un assistant. Tenez. Oh, comment ça? Non, mais il apparaît comme... Il assiste M. Félix Ce n'est pas lui qui est la faute de qui? Non, mais justement parce qu'il est faible.
Justement parce qu'il est... À sa place, vous auriez fait quoi? Non, mais moi, j'allais rester dans la Constitution. Si la Constitution est de communiquer comme Ilunga Ilunkamba, qui de temps en temps réclamait des choses, non, je veux le respect. Non, moi, je ne peux pas écrire pour demander respect. J'impose le respect au regard de la Constitution. Revenons sur le sujet. Pendant qu'il est dans la partie Est, là où il y aurait état de siège, il y a le chef de brigade de la sécurité du parc, de comment on appelle, parc de Poulou, le parc comment on appelle, des Okapi, là. De Virunga. Non, parc des Okapi, et Poulou. Et Poulou, voilà. Dans la province orientale, la grande province orientale, dans la province de Ituri. Voilà. Ouais, vous dépassez Mambasa, vous allez vers Bunia. Ça fait des kilomètres et des kilomètres. C'est d'ailleurs la seule voie pour arriver à Bunia. Il a fait une déclaration vous disant, pendant l'état de siège, il y a des exploitants de l'or, exploitation illicite de l'or, qui font sortir des tonnes et des tonnes d'or, et lui, il en a fustigé. C'est lui-là. Non, mais c'est lui, c'est un officiel. Et ça a été relayé par vos soi-disant dirigeants. Non, pas soi-disant. Non, le pays n'est pas dirigé. Quelle est la direction que nous prenons? Quelle est la direction? Parce qu'il est dirigé... Et lui, quand il a dénoncé, vous vouliez que ça m'en fasse quoi? Non, mais il a dénoncé. Vous nous avez dit que c'était l'état de siège, non? À l'état de siège, comment peut-on exploiter illicitement plus d'une tonne? C'est la raison pour laquelle Sam est descendu pour évaluer, faire autopsie et peut-être améliorer les mesures. Non, l'état de siège a été décrété au mois de mai 2021. Bientôt, ça sera une année. Bientôt, ça sera une année. Le monsieur vous dit qu'il y a exploitation illicite de l'or dans cette partie-là, où on est supposé avoir une forte militarisation de la zone, où on devrait avoir plus de militaires. Et cette zone-là est supposée être sécurisée. Les gens sortent avec de l'or en termes de tonnes. Ils utilisent quel engin? Et comment l'État, qui a repris le contrôle de la zone, pouvait-il laisser passer de l'or exploité de manière illicite? Il a cité les Indiens, les Chinois, les Libanais. Ça revient à la même situation telle que nous l'avons dit la dernière fois. Officiel. Ce qui veut dire que l'État ne maîtrise pas la chose. Qu'est-ce qu'on fait des déclarations des officiels congolais? Vous avez vu un officiel déclarer que le Rwanda soutenait le M23? Où en sommes-nous? Et l'autre vient de faire cette déclaration. Où en sommes-nous? Non, mais effectivement, cela veut dire... Est-ce que la mission de Sam n'est pas tombée à point nommé à cause de tout ce problème? Arrêtez. Pour que la situation soit trouvée et que les choses soient peut-être modifiées par rapport aux affaires. Arrêtons de nous distraire et de distraire le peuple. Monsieur Félix Tshisekedi a été dans cette partie-là pendant l'état de siège. Il vous souviendra qu'il y avait nos enfants qui vivent à Beni, qui ont été arrêtés du fait d'avoir réclamé la rentrée des classes pour leur permettre de bien suivre le cours. Ils ont été arrêtés. Il y a même certains d'entre eux qui ont eu des déformations justement parce qu'ils ont été maltraités par notre propre répression. Et ce qui est surprenant, M. Félix Tshisekedi s'est rendu compte qu'il y avait un dysfonctionnement au niveau de l'armée et de la justice dans cette zone-là. Ce qui est surprenant, M. Félix Tshisekedi a fait la déclaration en disant que l'armée était devenue une mafia. Non, il n'a pas dit qu'il était devenu. Il a dit qu'il y avait une mafia au sein de l'armée. Non, mais rien n'a changé. Je viens de vous donner. Je vous donne le fait. Non, mais effectivement, l'armée était devenue une mafia où les gens profitaient de leur position justement pour se faire de l'argent. Il a dit que le nombre de militaires, l'effectif n'était pas celui que lui avait comme information. Il a même envoyé un inspecteur général de l'armée pour aller enquêter et de lui donner les rapports. Le rapport a été déposé en bonne et due forme. Jusqu'aujourd'hui, au moment où nous parlons, aucune mesure de sanction qui ont été prises. En dehors peut-être de ceux qui ont été arrêtés, les 7 colonels. Comment peut-on arrêter un colonel assistant
du général sans que le général ne soit directement impliqué. On détourne l'argent de la République, l'argent de l'armée, mais le général n'a pas été informé. Dites-moi, ce qui s'est fait là-bas, ce n'est pas que M. Félix Tshisekedi est co-auteur, non, il est dans l'incapacité à maîtriser la situation. Alors dites-moi, si M. Félix Tshisekedi, qui semble avoir la maîtrise de l'appareil, la maîtrise, qui donne l'impression d'être le chef, non. d'être le chef. D'être le chef. Non, il ne faut pas dire qu'il donne l'impression. C'est lui le président de la République. Non, mais ça, c'est sur le plan textuel. Oui, mais il a été investi comme tel. Non, mais pourquoi lui se soumet alors au M23, alors que lui, il est chef de l'État? Ça, ce sont les analyses que nous faisons. Non, mais comment lui, qui est chef de l'État, peut se soumettre au caprice des groupes armés? Donc, vous voulez dire que si Félix n'est pas en mesure de le faire, Sam... Oui, alors, le Sam qui n'est qu'un assistant. Sam est assistant du président. Dites-moi, comment allez-vous résoudre le problème alors que les acteurs eux-mêmes déjà prennent une position de faiblesse? Qui a dit que le Congo est condamné à vivre dans cette humiliation-là? Félix aussi ne l'a pas dit. Hein? Non, mais c'est l'impression qu'il donne. Le Rwanda est à l'aise. C'est nous qui payons. C'est nous qui subissons. Et ces groupes armés sont connus. Ce sont des groupes armés étrangers qui viennent chez nous, qui viennent imposer, marcher sur notre vouloir vivre ensemble. Et voilà, vous envoyez des gens faire de la figuration. Apparemment, les degrés d'inconscience commencent à déranger. On envoie un nous devons arriver. Vous appelez ça de la figuration. Non, mais effectivement. D'être extrémiste. Non, mais attendez. Le Premier ministre est le chef du gouvernement. Il est le coordonnateur de toutes les actions politiques. Très bien. Toutes les actions de politique publique, toutes les actions gouvernementales. Lorsque M. Félix Tshisekedi signe des accords avec le Rwanda, il était où? Est-ce que vous imaginez, il y a des accords qui ont été signés et le ministre en charge des Affaires étrangères l'a appris à la télé. Vous êtes chef du gouvernement. La Constitution vous reconnaît le pouvoir de ratifier, de signer les accords, de conclure les accords. Et le président de la République, entre guillemets, entre dans vos attributions. Il pose des actes que vous devez porter responsabilité devant le gouvernement et vous vous taisez. Ne me dites pas qu'il est Premier ministre. Très bien, Alain Bolodjoa. On a fini. Martin Fayulu s'est rendu en Mbandaka dans le cadre de son safari. Il voulait quitter Mbandaka pour aller retrouver ses compatriotes de Bikoro. Mais selon Presse Epenguer, le gouverneur Bobo Boloko a envoyé ses militants pour détruire le pont. Ce qui fait que Martin Fayulu n'a pas pu traverser pour aller retrouver ses compatriotes de Bikoro. Vous êtes quand même originaire de la grande province de l'Équateur. Un mot? Bon, l'information n'est pas fausse, mais il y a quand même des éclairages que nous devons apporter. Quels sont ces éclairages? En réalité, ce ne sont pas des ponts. Dans ces trucs-là, sur cette voie-là, il y a effectivement des ponts, mais il y avait, à une certaine époque, des dallos. Des dallos. C'est-à-dire que ce sont des mécanismes justement pour faire passer de l'eau en dessous, et on met des trucs là en ciment juste pour faire passer de l'eau en dessous. Ce ne sont pas des ponts. Mais le fait seulement que ces trucs-là ont été cassés, la population s'était arrangée de prendre des plaques en bois, c'est-à-dire qu'ils prennent le bois, ici, ils mettent ça sous forme de plaques, justement pour permettre aux véhicules de passer. C'est tout au long de cette route, parce que la route là où ils étaient, c'est Mbandaka, Bikoro, on passe impérativement par Nkalamba, qui est une entité de Bikoro. Il y a une bifurcation qui s'est faite à ce niveau-là. Vous prenez la droite, vous allez vers Bikoro, vous prenez tout droit, vous allez vers chez nous à Ingende. C'est une route nationale. C'est une route nationale qui relève de la compétence du gouvernement central. Et cette route-là était praticable à une certaine époque. Mon papa roulait avec son Impala, 1958-1980. Il allait au village avec Impala. Impala, c'est quoi? Ce sont des véhicules de marque américaine. Voilà. Il roulait là. Des années et des années.
Vous savez comment la route était une route en terre battue. En terre battue, mais en bon état. Entretenue par les cantons. Le cantonnage manuel. Qui n'existe plus. Hein. Mais aujourd'hui, l'État congolais se rend compte que cette route-là, qui peut desservir toute la vie de Mbandaka en denrées alimentaires, est en bon état, en mauvais état. Pourquoi? C'est justement parce qu'il n'y a pas de mécanisme d'entretien. Ces fameux gouverneurs avaient décaissé l'argent en 2018, plus de 750 000 $ pour mettre ces dallos-là. Ça n'a jamais été fait. Et la population se prend en charge comme ça pour ne pas laisser le territoire être enclavé. Mais ça va pour détruire ce que la population a fait. Mais lorsque le président Martin Fayulu a pris l'initiative d'emprunter cette route, bien qu'il y a des choses à reprocher, d'autant plus qu'ils ont failli dans leur capacité d'anticipation, qu'est-ce qui s'est fait? Lorsqu'on veut interdire aux gens de passer, ils prennent juste le plaque là. Et ils les jettent dans la forêt, non loin de là. Donc on pouvait rentrer. Parce qu'il n'avait pas l'information, il ne connaissait pas. Aussi. Non, mais personnellement, je n'ai pas été content. Bien que je pouvais aussi refuser d'y aller. Je n'étais pas content de voir que le président Martin Fayulu s'est déplacé sans qu'il y ait une équipe d'avance. Vous auriez voulu faire partie de cette équipe d'avance? Non, je ne pense pas que j'aurais répondu positivement. Mais ce qui est vrai, comment un homme de la carrure de Martin Fayulu pouvait-il se déplacer sans qu'il y ait équipe d'avance? Le président élu. Est-ce que vous savez ce qu'il y a dans cette... C'est une forêt. On pouvait rentrer dans la forêt, retrouver le bois non, on sait comment ça s'est fait. Je connais ces gens-là. Moi, je fréquente cette route-là, je pratique cette route-là. Quand je pars à l'Équateur, c'est cette route-là que je passe. Je connais leur pratique. Ils ont envoyé des gens pour enlever. Le fait seulement que le président Martin Fayulu n'était pas bien entouré, ils n'ont pas compris la stratégie. Le président Martin Fayulu n'était pas bien entouré. Il n'était pas bien entouré, je l'ai dit. Le problème d'entourage que nous reprochons... Non, mais je l'ai dit. Il faut avoir la capacité d'anticipation. Attendez, Alain Bolojwa. Le problème d'entourage que nous reprochons au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, se retrouve aussi chez le président élu. Non, mais on l'a constaté. Un homme de sa carrure ne peut pas se déplacer sans équipe d'avance. Soyons sérieux. Ça dépend de moyens, le déplacement. Non. L'équipe d'avance demande peut-être constituée localement. Non, mais là-bas, tout ce que nous utilisons là-bas, ce sont des motos. Ce sont des motos. Vous louez une moto par jour. Je loue 15 $. Vous prenez une moto pour 2 ou 3 jours. Ça vous fait pratiquement 50 $. Vous donnez la motivation à ceux qui vont aller avant vous. Vous faites 3 lignes. C'est-à-dire que la première ligne, la deuxième, la troisième, pour que lui ne soit pas surpris. Et en ce moment-là, la première équipe va avoir l'information et aller jusqu'en Kalamba à 62 km parce que dans toute cette zone-là, il n'y a pas de connexion. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de radio, il n'y a rien. Essayez de vous imaginer, vous entrez dans cette forêt, on pouvait aussi utiliser les pygmées pour vous abattre. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui que l'on dise, non, voilà, Martin Fayulu a été touché, d'ailleurs, si on vous touche par des flèches là, qui sont utilisées là-bas, vous partez, parce que ce sont des flèches empoisonnées. J'ai été choqué de voir ça, et surtout c'est ma province. Il doit éviter de faire ça, il ne doit pas l'exposer. Il faut toujours qu'il y ait une équipe d'avance. Si vous faites ça à l'Équateur, et heureusement là au moins il y a à calmer, et dans la partie est, c'est réparti. Non, il est très aimé de toutes les façons. Non, être aimé, être tué, c'est deux choses différentes. Vous pouvez être aimé, être tué. Jésus a été aimé, il a été tué. Hein? Merci Alain. Mahatma Miragandhi a été aimé, vous connaissez la suite. Lumumba aussi. Ah, voilà. On peut finir avec quelque chose. Il faut éviter ça. Prochainement, il faut toujours qu'il y ait des équipes d'avance. Mais le fameux gouverneur, là, ça, c'est encore une autre rature. Essayez de vous imaginer l'Équateur qui a formé l'Équateur qui a formé ses fils, ses filles. Alain. Il y a autant de hommes intelligents. Je prends juste un cas. Jean Bélé, l'inventeur de la marque Okapi de téléphone. C'est un Équatorien. Vous prenez le vieux Mokolo Apombo. Il est équatorien. Vous prenez tous ces vieux-là, les Ndoudou Bonongue, tout ça, tous ces génies-là, tous ces gens-là. Thomas Lokondo qui sont partis. Fort malheureux. Vous appelez. Et vous avez été une nature. Non, c'est une nature sur une feuille d'examen. Oui, je ne sais pas. Il n'y a que lui et Maouéja qui m'ont donné des migraines.
Alain Bolodja, on va finir avec ceci. Loin de nous l'intention de faire la promotion du tribalisme. Construisez chez vous. Est-ce que c'est tribal? Bon, chez vous, là dont on parle, chez moi par exemple, moi, je me considère comme un jeune, un monsieur ou un habitant de la commune d'Engalem. Voyez-vous? Mais je me considère en même temps comme un habitant de la commune de Wangata à l'Équateur. Je me considère en même temps comme un habitant de Isiro. Je peux construire partout. Mais ce qu'on veut nous dire, et ça ne date pas d'aujourd'hui, il faut que les gens apprennent à investir là où ils se sentent originaires. Ce n'est pas ça le tribalisme. Le tribalisme, c'est lorsque vous refusez les autres justement parce que vous voulez être enfermé aux gens de votre tribu. Vous prenez toute la province orientale, la quasi-majorité des investissements ont été faits par les Nandais. Ce ne sont pas les privés qui vont développer nos provinces. C'est d'abord l'État. L'État doit apprendre à investir. Mais vous qui vous reconnaissez originaire de la province, vous pouvez aussi apporter des investissements. Même par souci de votre propre dignité. Vous pouvez faire quelque chose. N'attendez pas qu'Alain Bolodja quitte Kinshasa pour aller construire des hôtels à Lodja. Non, vous aussi vous pouvez le faire. Je suis lié aux gens de Lodja, mais je n'ai pas le même sentiment de Lodja que de l'Équateur. Ça, ce sont des sentiments naturels. Mais ce qui est vrai, il faut éviter de refuser les autres au détriment des gens de ta tribu. C'est ça le tribalisme. Si nous pouvons évoluer, parlons plutôt du tribouisme. C'est-à-dire que vous êtes de l'Équateur, vous faites la promotion de votre culture, mais vous acceptez aussi les autres. Le tribalisme que tout le monde fustige, c'est de voir que quelqu'un qui assume des fonctions d'État et qui ne privilégie que les membres de sa tribu. Ça devient très dangereux. Est-ce qu'on peut interdire à local d'aimer l'Odja? Ce n'est pas normal. Donc, vous voulez dire que nos compatriotes du Kasaï qui se sont alarmés après la phrase de « construisez chez vous » ont totalement tort de penser que c'est tribal. Non, ils n'ont pas compris. Ils ont manifesté leur degré de tribalisme. Tenez, le Kasaï n'est pas une tribu. Le Kasaï, c'est une entité politico-administrative. Il n'y a pas que le Kasaïen, les originaires du Kasaï qui y habitent. Quand vous dites Kasaï, il y a des gens qui sont nés là-bas, qui ne sont pas originaires, qui ont vécu là-bas. Tous sont des Kasaïens. Lorsqu'on dit Kinois, est-ce qu'on nous pose la question de notre origine? Non, pas du tout. On est Kinois, pourquoi? Parce qu'on est habitants de Kinshasa. Vous allez à Kisangani, il y a des gens qui habitent là-bas qui ne sont pas originaires, qui ont investi. J'ai donné le cas ici des Nandé. Il a vécu là-bas, il a voulu servir son entité. Mais si on avait parlé de Luba, là maintenant ça devient une entité tribale, justement parce que c'est une composition des gens qui ont des caractéristiques par rapport à leur origine. Peut-être là on pouvait fustiger. Lorsqu'on demande à quelqu'un de construire chez lui, on pourrait aussi demander aux Nekomo de construire chez eux. Vous prenez la ville de Matadi. La quasi-majorité des réalisations, ce sont des Nekomo. La quasi-majorité. Les originaires du Congo central. Il a construit à Matadi, il a des hôtels et consorts. Il crée des emplois. Comme ça, la population aussi bénéficie. Comment voulez-vous que vous qui travaillez pour le compte de l'État, surtout ceux qui ont été élus, vous avez été élus là-bas, mais vous prenez l'argent, vous allez construire des maisons, vous achetez des châteaux en France. Quelle est la corrélation entre le pouvoir qu'on vous reconnaît et ce que vous faites sur le terrain? Il faut que chaque province puisse avoir la chance de se développer. Nous voulons d'abord réduire sensiblement les disparités qui existent en termes d'investissement pour qu'il y ait un développement harmonieux. En ce moment-là, tout le monde va vouloir vivre là où il se sent à l'aise. Je donne un cas. Il y a l'oncle de ma femme, le petit frère à ma belle-mère. Il habitait Kabea Mwanga. Il s'est déplacé, l'exode rural fait, pour Mbujimaï. Il arrive à Mbujimaï, il sent qu'il est toujours en enfer. Il a quitté Mbujimaï pour Kinshasa. Ce qui veut dire qu'il y a un problème.
Si on vous le rappelle, c'est justement pour vous dire, attention monsieur, il y a des gens qui quittent un coin vers un autre. Même si ce n'était pas ça ne sortait pas de la dame. Mais il faut savoir que ce qu'elle a dit, c'est juste un rappel. C'est juste un rappel. Allez voir à Tchouapa là-bas. Il y a des gens qui ont quitté Tchouapa pour venir ici. La plupart des gens qui vendent des habits là, ils viennent de la province de la Tchouapa. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Liloando a construit là-bas. Non. Liloando peut construire combien d'infrastructures? Il a quel argent pour se substituer à l'État congolais? L'État congolais qui a tout le moyen du monde n'a pas été en mesure, lui, il va construire quoi? Est-ce que vous connaissez au moins le besoin en infrastructure là-bas? C'est une grande province. Hein? Merci beaucoup Alain Bolodja, merci d'avoir répondu à mon invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis. Abonnez-vous massivement sur Patrick Lukala TV.